Épisode avec l'IA, le consentement ne suffit plus. Chapitre 1, la scène impossible. Une paire de lunettes, une salle de bain et une question qu'aucune case à cocher ne règle vraiment. Qui, ici, a consenti ? Une paire de lunettes. En apparence, rien de spectaculaire. Une monture sobre, un logo connu. Pas d'écran devant les yeux, pas de casque futuriste, juste un objet qui ressemble à un accessoire ordinaire. C'est aussi pour cela qu'il inquiète peu au départ. Le produit est discret. Il donne l'impression d'une technologie déjà installée dans les gestes quotidiens. Vous regardez, vous parlez, la machine répond. Puis le cadre change. En mars 2026, la BBC rapporte, après une enquête de journaux suédois, que des sous-traitants au Kenya ont vu dans des contenus remontés par les lunettes Meta des personnes aux toilettes, des corps nus, des scènes sexuelles. On ne parle plus de données au sens abstrait, on parle de moments intimes. À partir de là, le mot important n'est plus donnée mais le regard. Une donnée peut rester abstraite. Un regard signifie qu'à un moment précis, quelqu'un a vu. Meta, dans une déclaration citée par la BBC, explique que lorsque des personnes partagent du contenu avec Meta AI, l'entreprise peut faire appel à des sous-traitants pour examiner certaines données afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Dit simplement, entre vous et la machine, il peut y avoir d'autres humains. Le problème commence ici. L'enjeu n'est pas seulement l'enregistrement. Ce qui change vraiment, c'est la possibilité qu'un contenu soit revu par quelqu'un. Ces lunettes captent ce que vous voyez au moment où vous le voyez. Elles peuvent donc enregistrer ce que vous vivez, mais aussi ce que vivent les autres autour de vous. Une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bain. Le point aveugle est ici. La personne qui accepte les conditions générales, c'est l'acheteur. Pas celle qui apparaît dans le miroir. Pas celle qui passe derrière vous. Pas celle qui parle dans la pièce. Pas celle qui entre simplement dans le champ. Elle n'a rien signé, rien réglé, rien négocié. Pourtant, elle peut se retrouver dans la chaîne. C'est à ce moment que le consentement montre sa limite. Il existe peut-être pour l'utilisateur. Il ne vaut presque plus pour la scène, ni pour les autres personnes qui s'y trouvent. La vraie question n'est donc peut-être pas « est-ce que les lunettes voient ?» La vraie question c'est « qui regarde quand la machine regarde ?» Chapitre 2, la revue. Le consentement paraît simple tant que la machine reste seule. Dès qu'une scène repasse devant des humains, tout change. Il y a deux mots pour raconter la même histoire, collect et review. Le premier fait déjà partie du quotidien numérique. Le second reste beaucoup plus troublant. Nous avons fini par nous habituer à la collecte. Les plateformes, les applis et les objets connectés collectent. Le mot est banal. Review change immédiatement la situation, parce qu'une personne intervient après la machine. Quelqu'un regarde ce qui a été remonté, vérifie, classe, corrige et décide dans les cas ambigus. C'est un terme technique, mais c'est lui qui concentre le problème moral du système. Meta l'emploie dans un vocabulaire très standard. Des contractors peuvent examiner certains contenus pour améliorer l'expérience. Présenté ainsi, cela ressemble presque à une opération de maintenance. Pourtant, c'est là que tout bascule. Une scène intime cesse d'être un moment privé, elle devient un cas. Une salle de bain devient un contenu à filtrer. Pour la personne concernée, le résultat est simple. Ce qui n'aurait jamais dû circuler a circulé, et ce qui n'aurait jamais dû être vu a été vu. Entre stockage et revue, la différence n'est pas seulement technique, elle tient à la présence d'un témoin. Voilà pourquoi la revue humaine choque davantage que la simple collecte. Nous avons intégré l'idée d'un traitement automatique. Nous acceptons beaucoup moins l'idée qu'au bout de la chaîne se trouve encore quelqu'un. Pas forcément malveillant, pas forcément là longtemps. Mais là, ce point dépasse largement Meta. La review n'est pas une exception, c'est une couche normale de fabrication. Plus un système promet d'être général, plus il rencontre des cas ambigus. Plus il veut paraître fiable, plus il faut corriger, filtrer, réajuster. En clair, plus la machine promet, plus elle dépend encore de travail humain. Et plus cette dépendance réapparaît, plus on comprend qu'un consentement signé une seule fois ne décrit pas vraiment ce qui se passe. Le scandale n'est donc pas seulement que la donnée circule. Le scandale, c'est qu'elle repasse par quelqu'un. Chapitre 3, le précédent kényan. Bien avant les lunettes, il y avait déjà des lecteurs de l'ombre. Pour rendre la machine supportable, il a fallu envoyer ailleurs ce que personne n'avait vraiment consenti à voir pour elle. Si l'affaire des lunettes Meta trouble autant, c'est aussi parce qu'elle rend visible quelque chose qui existait déjà. Avant les images, il y avait les textes. Avant les scènes filmées, il y avait des passages qu'aucun humain ne devrait lire toute la journée pour un salaire aussi bas. En janvier 2023, Time révèle qu'OpenAI a eu recours à des travailleurs kenyans via Sama pour filtrer une partie des contenus les plus toxiques utilisés pour entraîner les garde-fous de ChatGPT. L'objectif officiel est clair, rendre le modèle plus sûr et éviter des réponses violentes, sexuelles ou dangereuses. Sur le principe, cela peut sembler logique. Un système de cette taille a besoin de garde-fous. Mais tout change quand on regarde ce que cela exige concrètement. Les travailleurs concernés devaient lire, classer
et étiqueter des passages décrivant des abus sexuels sur mineurs, de la bestialité, de l'inceste, des mutilations, des suicides, des meurtres et des tortures. Le pire du web, transformé en routine. Time rapporte des rémunérations inférieures à 2 $ de l'heure. Vice reprend ensuite l'enquête, puis CBS, dans 60 Minutes, montre à son tour ce que cette industrie demande à ceux qui la rendent possible. Absorber, à la chaîne, ce que les produits finaux doivent empêcher d'atteindre l'utilisateur. À ce stade, le Kenya n'est plus un simple décor de sous-traitance. Il devient une pièce de l'infrastructure. Il faut être précis. Le problème ne tient pas seulement à la question de l'exploitation. Le point plus profond, c'est que l'IA déplace vers certains territoires la part de travail humain qu'elle prétend dépasser. Là encore, le consentement montre sa limite. L'utilisateur final peut accepter un service. Il ne consent pas vraiment à toute la chaîne humaine qui le rend possible. Chez OpenAI, ce travail prend la forme d'un nettoyage textuel. Chez Meta, dans le cas des lunettes, il peut prendre la forme d'une revue du réel filmé. Le matériau change, la logique reste. Pour qu'un système paraisse fiable et fréquentable, il faut souvent qu'en amont quelqu'un fasse le travail le plus dur, en lisant des contenus extrêmes et en décidant comment les classer. Pour que ChatGPT vous parle proprement, quelqu'un a dû lire l'innommable à sa place. Chapitre 4. Pourquoi Nairobi ? On parle souvent du Kenya comme d'une arrière-boutique. C'est trop vague. En réalité, c'est une géographie très précise du travail cognitif à bas coût. Pourquoi le Kenya ? Pourquoi Nairobi revient-il si souvent quand on regarde l'envers de l'IA ? La réponse la plus simple serait de parler du coût. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication. Le Kenya réunit plusieurs conditions utiles aux grandes entreprises technologiques. L'anglais comme langue de travail, un vivier de diplômés, un secteur déjà structuré dans les services numériques et une main-d'œuvre assez qualifiée pour annoter, modérer, filtrer et classer des situations ambiguës. Dans le même temps, les salaires restent assez bas pour que ces tâches demeurent rentables pour des entreprises américaines. Ce n'est donc pas seulement de la délocalisation. C'est une géographie précise du travail cognitif à bas coût. On y envoie ceux qui demandent encore du jugement humain, sans aller jusqu'à payer ce jugement au prix du centre. Cette distinction compte. Si le travail était simple, il serait automatisé. S'il était jugé trop stratégique, il resterait au siège. Ce qu'on externalise ici, c'est la zone intermédiaire, celle où il faut encore des humains, mais à un coût que l'entreprise veut garder bas. La formule de travail invisible ne suffit donc pas. Ces travailleurs ne sont pas seulement cachés, ils occupent une place très précise dans la chaîne de valeur, assez près du produit pour le rendre possible et assez loin du récit marketing pour ne pas troubler sa promesse. Nairobi devient alors plus qu'un lieu, elle devient une fonction dans le système, l'endroit où l'on transforme l'ambiguïté du réel en signaux exploitables, là où la promesse d'automatisation récupère encore, à bas prix, ce qu'elle ne sait pas résoudre seule. Le Kenya n'est pas à la marge du système. Il fait partie des endroits où il tient. Chapitre 5. Meta, ou la limite toujours repoussée. Les lunettes ne tombent pas dans un vide historique. Elles prolongent une vieille dispute entre Meta et l'idée même de frontières. Pour comprendre pourquoi l'affaire des Ray-Ban Meta a immédiatement suscité autant de soupçons, il faut rappeler une chose simple. Meta n'arrive pas avec un historique neutre. Cambridge Analytica a laissé une trace profonde. Puis sont venus les contentieux européens, les amendes, les débats sur la publicité comportementale, des transferts de données vers les États-Unis, les réglages par défaut et les conflits autour du consentement. Ce rappel n'est pas secondaire. Il change la manière de regarder ces lunettes. Le produit n'apparaît plus comme une innovation isolée. Il s'inscrit dans une trajectoire, celle d'une entreprise qui pousse régulièrement la frontière de ce qu'un système peut capter, recouper et utiliser, puis renégocie ensuite avec le droit, les régulateurs et l'opinion publique l'endroit où cette frontière aurait dû s'arrêter. Les Ray-Ban Meta déplacent cette logique dans une zone encore plus sensible. On ne parle plus seulement d'un clic, d'un like ou d'une préférence publicitaire. On parle de scènes de vie, de corps, de pièces privées, d'intimité captée au plus près du quotidien. Le produit trouble autant parce qu'il déplace un vieux passif dans un espace beaucoup plus proche de la vie quotidienne. Les lunettes Meta ne sont pas une rupture, elles déplacent une vieille logique plus près du corps. La réponse de Meta, elle aussi, reste fidèle à cette histoire. L'entreprise ne parle pas
pas le langage du scandale, elle parle celui du process. Contractors, amélioration de l'expérience, privacy policy, indicateurs lumineux, filtrage, encadrement. C'est une réponse de conformité plus qu'une réponse morale. C'est aussi à cet endroit que le consentement formel montre sa faiblesse. Il encadre, il documente, il coche des cases, mais il ne suffit plus à décrire la violence concrète de ce qui circule. Le passif compte donc beaucoup, parce qu'il fragilise la confiance de départ. Une entreprise qui a déjà contesté les frontières de la vie privée est moins facilement crue quand elle affirme avoir correctement balisé la suivante. Les lunettes Meta ne sont pas seulement un nouveau produit, elles prolongent un ancien conflit, plus près du corps. Chapitre 6. OpenAI ou la matière première. Chez Meta, le soupçon porte d'abord sur l'intime. Chez OpenAI, il porte aussi sur autre chose, le droit de prendre ce qui existe déjà pour en faire l'aliment de la machine. OpenAI suit une autre trajectoire. Pas d'abord la salle de bain, mais la bibliothèque. Pas d'abord l'intime filmé, mais les œuvres et les textes absorbés. Les modèles ont été entraînés sur des corpus immenses et avec eux sont arrivées les accusations. Livres utilisés sans autorisation claire, articles repris sans licence, œuvres protégées transformées en matière d'entraînement. L'exemple le plus structurant est sans doute celui du New York Times qui attaque OpenAI et Microsoft fin 2023. Le journal soutient que l'entraînement et certains usages du système exploitent illégalement ces contenus. D'autres auteurs, éditeurs et ayants droit ont formulé des reproches comparables. Vous construisez à partir de travaux qui ne vous appartenaient pas. OpenAI n'est donc pas seulement contestée pour ce qu'elle produit, elle l'est aussi pour ce qu'elle a pris pour produire. Cette question du copyright ne ressemble pas, sur le plan juridique, à celle des lunettes Meta, mais elle touche à une frontière voisine. Chez Meta, la question devient « Qui a vu ?» Chez OpenAI, elle devient « À partir de quoi avez-vous construit ?» Cette frontière devient encore plus nette quand on regarde la politique de données d'OpenAI. Côté grand public, l'entreprise explique que les contenus fournis dans ChatGPT peuvent être utilisés pour améliorer les modèles, sauf si l'utilisateur s'y oppose. Côté API et offres entreprises, la règle change. Les données ne servent pas à entraîner les modèles par défaut, sauf accord explicite. Cette différence compte. Elle montre que le niveau de protection n'est pas le même selon l'offre. La confidentialité forte existe, mais elle est davantage attachée à certains produits qu'à d'autres. Le grand public parle à la machine. Le client entreprise achète aussi la promesse que cette parole ne reviendra pas nourrir le système de la même manière. Le consentement existe aussi chez OpenAI, mais il ne recouvre pas la même réalité selon le produit, le statut du client et la place qu'on occupe dans le système. OpenAI concentre donc deux tensions liées. D'un côté, le Kenya et Sama rappellent que la sécurité du modèle a reposé sur du travail humain à bas coût. De l'autre, les contentieux sur le copyright rappellent que l'entraînement pose la question de la légitimité de la matière absorbée. OpenAI n'est pas seulement une entreprise qui répond, c'est une entreprise qui oblige à demander « D'où vient ce sur quoi vous avez appris ?» Chapitre 7. Le tiers et la loi. L'enjeu n'est pas seulement que des données circulent. Une personne peut entrer dans le système sans jamais avoir eu l'occasion d'y consentir. Le tiers filmé est peut-être la figure centrale de cette histoire. Pas l'acheteur, pas l'utilisateur, le tiers. L'acheteur des lunettes peut accepter des conditions. Il peut cliquer, il peut consentir, au moins formellement, à certains traitements. Mais la personne autour de lui n'a rien validé. Elle peut entrer dans le champ, passer derrière lui, parler dans la pièce ou apparaître nue dans un miroir, sans avoir eu la moindre prise sur ce qui se joue. Le droit montre ici ses limites. Bien sûr, le RGPD s'applique. Vidéo, voix, visage, finalité, sous-traitant, transfert, tout cela entre dans son champ. Mais dès qu'une scène touche à la nudité, à la sexualité, à un lieu privé ou à des paroles intimes, le sujet déborde. En France, on touche aussi à la vie privée, au droit à l'image et parfois au droit pénal. Ce n'est plus seulement un dossier de données personnelles, c'est un dossier d'intimité. Le problème se joue donc sur deux plans. Le droit encadre des traitements, mais le produit fait entrer dans le système des personnes qui ne sont même pas parties au contrat. Le tiers n'a ni écran d'acceptation, ni menu de réglage, ni relation commerciale, ni vraie possibilité d'opposition en amont. Pourtant, il peut devenir données, contenu, cas de review ou matériaux d'amélioration. Le tiers est la personne la plus concernée et la moins consultée. La difficulté centrale de ces technologies est peut-être là. L'objet paraît personnel, mais ses effets débordent immédiatement la personne qui l'a acheté. Le titre de cet épisode prend alors tout son sens. Avec l'IA, le consentement ne suffit plus. Il ne suffit plus parce qu'il est asymétrique, parce qu'il est local alors que la chaîne est globale, et parce qu'il porte sur un geste simple alors qu'il ouvre sur une architecture que personne ne voit dans son ensemble. L'angle mort de ces produits, ce n'est pas seulement la donnée, c'est le tiers. Chapitre 8. Le consentement ne suffit plus. Le produit promet un accord clair. L'époque, elle,
organise des chaînes plus complexes que ce que cet accord permet encore de comprendre. Revenons à la question de départ. Qui regarde quand la machine regarde? La réponse n'a plus rien de mystérieux. Il y a parfois la machine et souvent les personnes qui l'entraînent, la corrigent ou revoient les cas ambigus. Derrière l'interface, il y a donc toute une chaîne humaine que le produit nous apprend à ne pas voir. C'est peut-être l'idée la plus importante de cet épisode. Nous parlons souvent de l'IA comme d'une relation directe entre un utilisateur et un système. Une demande, une réponse, une image, une suggestion. En réalité, cette ligne simple existe rarement. Derrière elle, il y a des politiques internes, des sous-traitants, des procédures, des arbitrages, des revues humaines et des coûts déplacés. La fluidité du produit dépend aussi de tout ce qu'il laisse hors champ. Une seule interface, une seule voix, une seule réponse. Derrière, il y a des filtres, des modèles, des reviewers, des juristes et des workflows. Toute une machinerie tenue à distance du regard. Le produit n'est pas seulement intelligent, il est aussi conçu pour faire oublier combien de personnes ont touché, lu, vu, corrigé ou classé ce qu'il vous renvoie. Cette histoire dépasse donc Meta ou OpenAI. Elle raconte quelque chose de plus large sur l'IA contemporaine. Une redéfinition de ce qui, dans le monde, peut être traité comme une ressource. Cela peut être une scène, une conversation, une œuvre, un corps, un geste, une archive. L'IA ne commence pas par créer, elle commence souvent par absorber. Et le conflit commence là, au moment où quelque chose qui appartenait encore à quelqu'un devient exploitable par le système. La question ne porte pas seulement sur la machine, c'est aussi une question de limite. Qu'est-ce qui, dans le monde, peut encore refuser d'entrer dans ce système? Entre les réponses officielles, les policies et les filtres, une certitude demeure. L'intelligence artificielle n'a pas supprimé le regard humain. Elle l'a dispersé, enfoui et externalisé. Mais elle ne l'a pas supprimé. Alors la prochaine fois qu'un produit promettra une relation simple avec une machine, il faudra peut-être poser une autre question. Non pas que sait-elle faire, mais plutôt de qui dépend-elle encore pour le faire? Parce qu'au fond, le plus frappant n'est peut-être pas qu'elle voit, c'est qu'elle fasse oublier qu'elle dépend encore de quelqu'un. Vous écoutiez Avec l'IA, le consentement ne suffit plus. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous ou sur LinkedIn.